Bon, bonjour à tous. C'est un webinaire de l'Union régionale des médecins libéraux. Vous voyez, on apprend le sujet là parce que c'est la deuxième fois qu'on se teste sur un webinaire. On commence à faire des webinaires réguliers sur des sujets d'information générale. Et aujourd'hui, on fait une réunion d'information sur les exercices coordonnés, comment faire, pourquoi faire, à quoi ça sert. Donc aujourd'hui, nous avons le privilège d'écouter comme intervenant le docteur Romain Bossis, qui est initiateur de la Maison de santé des Forges, et vice-président de CPTS donc, en Vendée, et puis Jean-François Moreuil, qui est fondateur d'une maison de santé à Bécon-les-Granites, et également président de CPTS et de la Fédération régionale des CPTS, communautés professionnelles de territoire de santé. Donc, je vais leur donner la parole pour qu'ils présentent un petit peu dans les grandes lignes et puis concrètement ce que l'exercice coordonné représente pour les médecins, comment s'y engager, quelles sont les possibilités, les choix, etc. À vous. Merci Thomas. Vas-y Romain si tu veux. Peut-être qu'on peut se présenter et puis après rentrer dans le vif du sujet. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc merci pour l'invitation. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas les participants. On voit les C'est un noms à webinaire. côté, mais on ne vous voit pas, donc on peut Ouais. pas voir vos réactions. Et bon, j'espère que sur la suite, il pourra y avoir un peu d'interaction parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir répondre aux questions et puis d'être sur du pratico-pratique. Donc moi, je suis médecin généraliste à La Roche-sur-Yon en Vendée. Je suis installé depuis 6 ans. Comme le disait Thomas, en effet, j'ai fait partie un peu euh, des impulseurs de la Maison de santé des Forges, mais je suis pas membre fondateur parce que c'est une maison de santé qui avait été déjà travaillé depuis une dizaine d'années par les collègues d'un quartier de la ville. Mais quand je me suis installé en 2018, on a monté d'un cran puisqu'on a signé le fameux ACI, corps conventionnel, qui nous permet, sous réserve de respecter quelques critères, de pouvoir toucher une subvention et puis de pouvoir vraiment monter en puissance sur la mise en place du projet de santé. Donc éventuellement, je pourrais en dire un petit mot. Et puis l'autre casquette, c'est celle de vice-président de la CPTS Centre-Vendée. Les CPTS, c'est vrai que c'est encore un mot qui fait peur à certains collègues, mais c'est vrai que c'est en train de prendre de plus en plus de place dans l'organisation des soins, notamment au niveau territorial. Et c'est un peu le deuxième niveau populationnel de l'exercice coordonné, qui permet vraiment d'avoir des moyens humains et financiers pour pouvoir mettre en place des projets dans plein d'axes, que ce soit la coordination ville-hôpital, la prévention, l'accès aux soins. Hier après-midi, on était sur un des quartiers de La Roche là, pour lancer un réseau santé sur un quartier prioritaire de la ville à l'initiative de la CPTS. On avait 28 profils de santé qui étaient réunis pour discuter ensemble de ce qu'ils voulaient faire. Et la réunion a été préparée par les deux chargés de mission. Elles avaient tout organisé. Donc là, c'est vrai que nous, en tant que professionnels de santé, on a ces moyens humains et financiers pour pouvoir mettre en place des projets. Et donc ça, c'est quand même super intéressant et c'est du concret, c'est pas que de l'administratif. Voilà, ben, je te laisse la parole, Jean-François, et puis on Bah, pourra rentrer dans le détail après. en fait, on est un peu grand frère et petit frère avec Romain, donc on a à peu près les mêmes casquettes, donc je ne vais pas redire la même chose pour décrire qui je suis, puisque finalement vous allez entendre exactement la même chose. Ce que je peux dire pour te compléter, c'est que en fait, la coordination, bah, vous le savez bien, vous êtes tous médecins généralistes, si je ne dis pas de bêtises. On en fait tous de base, quoi, hein. C'est notre métier quasiment d'être coordinateur des soins de nos patients. Elle est le plus souvent et en première intention informelle, c'est notre réseau. Notre réseau avec les spécialistes, avec les paramédicaux, il se construit petit à petit quand on commence à travailler. Si on est en cabinet de groupe, ben, on bénéficie de l'expérience des copains avec qui on s'installe. Et puis, les choses dont on va vous parler aujourd'hui, c'est un peu l'étape d'après, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut formaliser ces réseaux et structurer petit à petit de la coordination au service de nos patients de façon un petit peu plus organisée. Alors, vous allez entendre les mots de réunion, de parcours, de projet, de soins et tout ça. Mais globalement, c'est ça, en fait. L'idée, c'est que vous faites tous, on fait tous de la coordination
le travail qu'on peut faire au sein des différentes structures de coordination. Donc, les trois principales, c'est ESP-CLAP, équipe de soins primaires coordonnée localement autour du patient. Ça, c'est le niveau juste au-dessus du médecin généraliste isolé, où en fait, on se structure avec assez peu de professionnels et avec un ou deux projets de coordination. Le niveau suivant, c'est la maison de santé pluriprofessionnelle, où là, pour le coup, on écrit quand même un projet de santé et on bénéficie d'une subvention propre à la maison de santé, alors que le SP-CLAP, elle va bénéficier d'une subvention qui est plutôt régionale. Et puis le niveau suivant, c'est la CPTS, où là, on est vraiment carrément sur un grand territoire, où on travaille sur une ou deux communautés de communes ou une grande ville, et où on essaye de structurer des parcours pour les patients. Voilà un petit peu ce que je peux dire pour compléter ce que tu dis, Romain, sur l'exercice coordonné. Je ne sais pas, Thomas, comment ça se passe pour éventuellement laisser venir les questions. Est-ce que les gens ils peuvent prendre directement la parole ou alors est-ce qu'il faut que ça passe par des questions dans le chat? Il faut, alors pour les questions, soit on lève la main et puis je donne la parole, c'est moi qui donne la parole, soit dans le chat, les questions peuvent arriver et puis je les lis ou elles arrivent en continu. Donc faut pas hésiter hein, à poser des questions. Vous êtes une quinzaine, donc vous pouvez tout à fait poser des questions en cours de présentation si vous souhaitez. Oui, Qu'est-ce que tout à fait. c'est- Parce que c'est vrai que nous, voilà. on peut faire nos présentations et puis laisser venir les questions, mais vous le savez bien, les présentations, elles sont des fois un peu descendantes et puis ça suscite pas trop les échanges. Et c'était pas trop notre objectif avec Romain. On voulait plutôt vous inciter à poser des questions pour qu'on puisse justement plutôt répondre. Donc voilà, on va vous parler des trois structures coordonnées, ESP CLAP, Maison de santé et CPTS, qui ont pour point commun la coordination des soins pour le patient et pour différence que le niveau d'intervention. Le SP-CLAP, ça intervient plutôt pour des patients. La maison de santé, ça va intervenir plutôt pour des patientèles. Donc, on va s'occuper de la patientèle, de tous les médecins qui sont membres de la maison de santé. Et la CPTS, elle va s'occuper de la population du territoire qu'elle couvre et non plus du tout des patients, plus du tout des patientèles, mais enfin, c'est pas plus du tout, mais en tout cas, l'objectif, c'est quand même plutôt la population. Tu es OK avec ça, Romain? Ouais, je suis parfaitement OK. Alors, des fois, on peut avoir l'impression que ça fait doublon, mais il faut bien se dire que, par exemple, si on prend la question de la coordination à l'échelon d'une maison de santé autour d'une patientèle commune, qu'on va pouvoir avoir avec le pharmacien, avec l'infirmière libérale, avec l'infirmière azalée, euh, ou les protocoles qu'on va pouvoir mettre en place sur les AVK, sur la cystite, sur l'angine ou autre, Le diabète. elles vont pas du tout, ou le diabète, ou voilà, elles vont pas du tout être dimensionnées pareil qu'à l'échelle d'une CPTS. Des projets de coordination de protocoles testés à l'échelle d'une maison de santé vont pouvoir éventuellement être élargis à l'échelle de la CPTS, parce que l'idée c'est aussi de faire du partage entre les différentes structures. Quand il y a quelque chose qui se fait bien, qui est bien à un endroit, ce sera peut-être pas superposable parce que les lieux, les patients sont pas forcément les mêmes, mais en tout cas, l'idée, c'est pas de réinventer l'eau chaude à chaque fois, c'est aussi de s'inspirer de ce qui peut se faire de bien ailleurs. Et puis, tu le disais, la CPTS, elle va être sur quand même des dimensions beaucoup plus grosses. À l'échelle d'une population, nous, par exemple, on est une taille 4 à 180 000 habitants. Donc, on va être beaucoup plus, quand on parle de coordination, dans les liens ville-hôpital, dans la téléexpertise, dans comment est-ce qu'on prépare l'entrée pour les hospitalisations, les accès directs, les numéros d'avis, comment est-ce qu'on coordonne la sortie d'hospitalisation avec l'ensemble des professionnels qui gravitent autour des patients. Voilà, on va être sur des choses beaucoup plus globales. Et là, une petite maison de santé va pas pouvoir elle seule discuter avec la grosse structure hospitalière. Donc, c'est pour ça que les CPTS sont un peu l'échelon pertinent pour ça. Mais il n'empêche que les maisons de santé et les ESP Club elles sont partie prenante de l'ensemble des projets de la CPTS. Hein. D'ailleurs, on le voit bien, souvent, c'est les mêmes personnes qui sont impliquées dans leur ESP Club ou leur maison de santé et qui sont en plus dans un groupe de travail autour dans une CPTS.
Oui, tout à fait. Les projets se nourrissent à la fois, les maisons de santé vont apporter, et les SP Club vont apporter de la matière au groupe qui est couvert par la CPTS, au territoire qui est couvert par la CPTS. Comme tu dis, si une maison de santé a créé un protocole pour la prise en charge des cystites ou du diabète, typiquement, ceux qui ne font pas partie d'une maison de santé ou de cette maison de santé vont éventuellement pouvoir utiliser ce protocole de coordination pour faciliter le parcours des patients autour d'eux, autour de l'équipe. Et inversement, quand une CPTS dit, ben, nous, alors, par exemple, nous, sur notre territoire, on est très axé santé mentale parce que on est un territoire de mines et les mineurs, historiquement, ont été des gros consommateurs de drogue. Donc, les mines ont disparu, mais la drogue est restée. C'est bête. Et finalement, ben, on se retrouve avec des problématiques de santé mentale assez fortes et d'addiction assez fortes. Et donc, on travaille beaucoup sur la santé mentale. Ben, on va aller chercher ce que chaque équipe a pu créer comme parcours santé mentale. On va essayer de le partager au sein du grand groupe CPTS. Et puis, éventuellement, on va venir l'enrichir par des outils informatiques, des logiciels de communication, par éventuellement des équipes de coordination en santé mentale qu'on est capable de créer en partenariat avec le service hospitalier pour venir faciliter le parcours du patient sur l'ensemble du territoire. Donc, effectivement, comme tu le dis, les deux se nourrissent énormément. On entend souvent dire que tous ces dispositifs, là, c'est un peu de la réunionnite. Il y en a. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, hein. C'est sûr que là, tout de suite, j'ai passé la matinée à réfléchir avec le contrat local de santé et plein d'acteurs du territoire sur comment structurer justement le parcours de santé mentale du territoire. Donc, bah oui, c'est une réunion. Et quand même, tiens, pile poil pendant ce groupe-là, j'ai rencontré une infirmière de la Maison des Solidarités qui me dit, bah, j'ai été sélectionné pour être formé en IPA et j'aimerais bien servir à amener les patients qu'on suit dans la Maison des Solidarités, qui n'ont pas de médecin traitant, qui sont incapables d'aller, ne serait-ce que téléphoner pour demander à un médecin d'être leur médecin traitant. Ben moi, j'aimerais bien commencer le suivi grâce à ma formation IPA, mais après faire le lien avec les médecins traitants du territoire. Et ben, je lui ai dit banco, grâce à cette réunion, qui a priori aurait pu ne servir à rien, j'ai rencontré cette future IPA et on va faire le lien au sein de la CPTS, faciliter son intégration dans la CPTS. Typiquement, ce genre de choses qu'on fait dans les structures. Est-ce qu'on reprend peut-être de manière un peu plus, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. J'espère que euh, bah, les participants entendent bien. Ah ouais, levez la main si vous entendez. Je suis sûr que vous êtes derrière. Est-ce qu'ils peuvent lever la main? Oui, a priori. Je vois la Oui. maîtrise Rive de Lyon et le docteur Dervin qui. Okay. C'est assez frustrant quand même ce système où on ne voit pas les participants. On se voit nous-mêmes en train de causer, c'est horrible. Peut-être qu'on peut reprendre de manière un peu plus didactique les trois échelons à ce moment-là, Jean-François. Ouais, En commençant par le SP Clap. Ok. Ah bah tiens, ah non, il y a des. Ah, ils apparaissent. Lors de la création d'une maison de santé, doit-on inclure forcément tous les profils de santé de la commune? Ok. Alors attendez, on va faire quelque chose parce que ce qu'on va faire, c'est que tout le monde va lever la main et je vais autoriser tout le monde à parler. Comme ça sera plus simple. Tout le monde sera visible. Vous n'êtes pas si Comme ça, on les nombreux verra. et je pense qu'on peut faire une réunion plus conviviale comme ça. Ouais, comme on n'est pas nombreux, ouais. Alors, si vous levez la main, en fait, moi, ça me permet, au niveau du paramétrage, là, d'activer. Peut-être qu'en attendant, on peut répondre à cette première question Alors, qui était: bonjour, lors de la création d'une maison de santé, doit-on inclure forcément tous les professionnels de santé de la commune, dentistes, diététiciennes, ou peut-on se limiter aux professionnels de santé avec lesquels on a déjà une coordination non formalisée? Je peux apporter quelques éléments de réponse et puis à ce moment-là, tu compléteras, Jean-François. Il faut bien se dire que quand on parle de maison de santé pluriprofessionnelle, donc MSP, on est sur une structure juridique. On n'est pas sur un mur, on n'est pas sur des murs. Alors, il peut y avoir des maisons de santé pluriprofessionnelles où tous les professionnels de santé partagent les mêmes murs, mais on peut aussi avoir des maisons de santé multisites
ou des professionnels qui exercent dans plusieurs cabinets, mais dans un périmètre géographique cohérent, ça peut être un quartier, une commune, une intercommunalité, se regroupent au sein de cette maison de santé pluriprofessionnelle. La plupart du temps, il y a quand même un site principal qui regroupe les professionnels, et puis il peut y avoir d'autres professionnels. Nous, par exemple, au Forges, on a une maison de santé où on est une vingtaine. On a les pharmaciens qui sont pas très loin, qui sont membres de la maison de santé, mais qui partagent pas les mêmes murs. Et on a un cabinet secondaire où moi j'interviens une journée par semaine. Donc tout ça fait partie de la maison de santé pluriprofessionnelle sur le plan juridique. On est adhérent à ce qu'on appelle une CISA, qui est une structure, une société en fait qui permet de recevoir les subventions de l'assurance maladie. C'est la structure, société Interprofessionnel de soins interprofessionnelle de ambulatoires. soins ambulatoires. Voilà. Et c'est une société qui vient compléter les éventuelles autres structures juridiques qui organisent votre cabinet, que ce soit une ou plusieurs SCM pour la mise en moyen en commun, ou la SCI si vous êtes propriétaire des murs. Voilà. Et ensuite, les professionnels de santé peuvent être membres ou non de la CISA et donc adhérents ou non de la maison de santé. Ce n'est pas une obligation. On peut même avoir dans un même mur, nous, ça va être le cas bientôt avec une psychologue qui va s'installer. Elle sera membre de la SCM, on partagera les choses avec elle, mais elle ne pourra pas adhérer à la CISA, parce que toutes les professions de santé ne peuvent pas adhérer à la CISA sur le plan juridique. Il faut que ce soit des professions de santé, on va dire, reconnues. Voilà, donc pour répondre de manière plus simple, non, c'est pas limité. Et puis justement, ça permet d'ouvrir à d'autres professions de santé. Et tous les professionnels de la commune ne sont pas obligés. Je pense à une commune à côté de La Roche, qui s'appelle La Ferrière, où il y a 2 cabinets infirmiers, où on est en train de se poser des questions sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire ensemble. Voilà, s'il y a un des 2 cabinets infirmiers qui ne souhaite pas intégrer un projet de maison de santé dans les mois ou les années qui viennent, ce n'est pas une obligation. Ça peut se faire plus tard, une fois que les relations sont mûres et puis que les uns et les autres sont rassurés sur le fonctionnement. Et Mouilleron-le-Captif, au nord, là où ils ont 2 cabinets infirmiers, les 2 cabinets sont membres de la maison de santé pluriprofessionnelle. Par contre, les kinés, il n'y a qu'un cabinet sur 2. Je te laisse compléter, Jean-François. Oui, ça marche, ça marche. Effectivement, tout est une question, on va dire, de volontariat. Par contre, ce qui convient quand même de faire, c'est vraiment d'informer les gens. C'est-à-dire que on voit des fois des gens qui se plaignent d'une sorte de compérage, d'entente, et qui peuvent après dire, voilà, moi, j'ai pas été informé. On le voit aussi du côté des CPTS, j'ai pas été informé de la création de la structure, c'est pas normal. Enfin, voilà. Le truc, c'est qu'il faut, quand on monte un projet comme ça, il faut prendre soin d'informer tous les copains du coin, et pour la CPTS, tous les professionnels qui travaillent sur le territoire de la CPTS future, pour vraiment donner la possibilité à chacun de venir participer à l'écriture du projet dès le départ, ou alors éventuellement après à des groupes de travail, ou alors simplement utiliser tous les dispositifs qu'on va mettre à disposition des professionnels du territoire. Voilà. Il y a un effort de communication à faire, pour lequel on n'est pas forcément très, très formé, hein. C'est vrai que ça ne fait pas partie de notre formation initiale, que de dire, voilà, je vais déjà structurer des parcours. Oh, ça, c'est un peu de la santé publique. Je ne sais pas vous, mais moi, j'écoutais pas trop les cours de santé publique à la fac. Et puis après, communiquer avec les professionnels tout autour de nous, ça, c'est primordial. Et puis, je donnais l'exemple du projet d'hier avec la CPTS, où on a lancé ce qu'on appelle un réseau santé. En fait, souvent, les projets de santé, les envies de travailler ensemble, ils émergent parce qu'il y a un moment, il y a une volonté d'un petit groupe de lancer quelque chose, de lancer une petite réunion conviviale. Souvent, c'est voilà, on a envie de parler de la santé sur le quartier, sur la commune. On propose un temps d'échange. Ça peut être à l'initiative d'un élu, soit de la CPTS, soit des élus locaux, soit d'un groupe de professionnels dans un cabinet qui ont envie de lancer quelque chose. Ils invitent l'ensemble des professionnels de santé du secteur, et puis voilà, ils posent les bases
de ce qui pourra peut-être donner un projet d'équipe, un projet de santé un peu plus structuré. Mais la première chose à faire, c'est de se rencontrer, même dans un cadre un peu plus convivial, et puis de discuter de comment est-ce qu'on voit les soins sur le secteur pour les patients et comment est-ce qu'on a envie de travailler ensemble. Et après, c'est vrai que le projet de santé, ça peut faire un peu peur, parce que souvent, c'est un petit document qui fait quand même quelques dizaines de pages. Mais il faut bien se dire que la plupart du temps, il y a un accompagnement de la PMSL, qui est l'association des pôles et maisons de santé, il peut y avoir un accompagnement de la CPTS, puis y avoir un accompagnement administratif pour vous aider à formaliser tout ça. Voilà, on ne va pas vous demander de passer des heures à rédiger, à faire un mémoire ou autre. Ouais, L'idée, c'est plutôt que les professionnels apportent les idées, comment est-ce qu'ils ont envie de travailler ensemble, puis après, les chargés de mission sont là pour formaliser tout ça, et puis faire un beau document qui synthétise. chaque niveau, enfin chaque structure dont on vous a parlé, là, ESP CLAP, Maison de santé et CPTS, dispose d'une offre d'accompagnement. Il y a une association qui existe pour les ESP CLAP qui aide les équipes à structurer leurs projets, à écrire leurs projets. Il y a une association pour les maisons de santé, tu l'as dit Romain, c'est l'APMSL, qui est la Fédération régionale des maisons de santé et qui a aussi une offre d'accompagnement pour l'écriture du projet de santé de la maison de santé. Et pour les CPTS, aujourd'hui, c'est l'inter-URPS qui s'est d'ailleurs, je crois, si je ne dis pas de bêtises, structuré justement pour accompagner les CPTS à écrire les projets de santé des CPTS. C'est bien ça, Thomas, hein. C'était l'objet de Oui, l'inter-URPS tout à fait. initialement. C'est pour faire, oui, exactement. Et Est-ce puis, qu'on peut mettre tout le monde dans la maison de santé? Bah, c'est les décideurs qui décident, on va dire. C'est l'équipe projet qui définit son projet, qui définit aussi ses statuts et qui dit, voilà, nous, nos statuts sont ceux-là. C'est un peu comme un contrat de mariage finalement. Quand vous créez les statuts d'une maison de santé, d'une SP Club, d'une CPTS, vous définissez votre périmètre, vous définissez vos règles de fonctionnement. Ça s'appelle les statuts et puis ça peut s'appeler aussi le règlement intérieur. Comment est-ce qu'on intègre un nouveau membre? Comment est-ce qu'on exclut un membre qui ne respecte pas ces statuts et ce règlement intérieur? Donc voilà, il y a ce genre de choses qu'on peut utiliser justement pour définir qui peut participer, qui ne peut pas participer à la structure, à l'ESP CLAP ou à la maison de santé ou à la CPTS. Et ça, c'est plutôt pas mal de l'écrire parce que c'est vrai que ça définit bien le fonctionnement de l'équipe. Euh, je comme ne je sais te pas le si dis, vous voyez le tableau blanc là. ouais, J'essaie de noter en même temps. on voit un peu. Alors, ESP CLAP, donc équipe de soins primaires coordonnée localement autour du patient. Donc là, c'est une équipe à minima. On peut être 3 ou 4 hein, dans le ESP CLAP. Je ne sais plus exactement quelles sont les règles, mais c'est à peu près ça la base. Et puis, on va vouloir travailler, par exemple, à un projet. Ça peut suffire de dire, bah, nous, on aimerait bien faire des staffs pour nos patients un petit peu compliqués. Et on va écrire que notre ESP Club se structure pour voilà, pouvoir se réunir et faire des staffs autour des patients complexes. Eh bien, l'association ESP CLAP bénéficie de subventions et va pouvoir ensuite rémunérer ce temps de concertation, rémunérer ce temps de coordination. En gros, le premier avantage de toutes ces structures, c'est de dire, bah, tout ce qu'on fait là, je vous disais, hein, vous faites tous de la coordination, mais quand vous la faites, bah, vous n'avez pas d'acte pour ça. Donc en gros, toutes ces structures, elles vous permettent justement de bénéficier d'une rémunération. Donc l'ESP CLAP, la rémunération, elle est centralisée dans l'association ESP CLAP et elle est redistribuée à chaque ESP CLAP en fonction des projets qu'elle mène. C'est plafonné à peu près 10 000 € par an. Maison de santé,
Romain, peut-être tu peux raconter l'histoire de la maison de santé. La maison de santé, c'est un petit peu ce qu'on disait avant. Là où c'est un peu plus complexe, c'est que il y a un projet de santé à écrire qui va permettre de faire un diagnostic du territoire, donc de la commune ou du quartier. Voilà. Par exemple, vous êtes sur un quartier prioritaire de la ville où il y a des besoins de soins particuliers, puisqu'il y a des patients en situation de précarité. Vous êtes sur un secteur où il y a plus de diabète, plus d'hypertension. Vous allez pouvoir ajuster ce que vous avez envie de faire ensemble. Puis ça va dépendre aussi des profils de santé. Si vous avez des pharmaciens, des podologues, des orthophonistes ou d'autres professions dans votre équipe, les projets ne vont pas forcément être les mêmes. Voilà, donc il y a cette rédaction de projet de santé qui est un petit peu longue et qui va ensuite être validée par une instance qui s'appelle le CATS. En gros, c'est un comité qui est piloté par l'Agence régionale de santé qui va présenter le projet de santé. Puis une fois qu'il va y avoir cette validation, il va y avoir l'étape, on va dire, juridique, où là, c'est pareil, c'est des choses qui peuvent faire un petit peu peur, mais souvent, c'est les cabinets d'experts comptables et juridiques qui vous font les statuts. Donc, on le disait, cette CISA, Société interprofessionnelle de soins ambulatoires, la CISA, qui vient compléter les éventuels SCN et SCI, s'il y a besoin. Et voilà, et c'est cette société qui va pouvoir recevoir des subventions. Et alors là où c'est souvent dommage, c'est qu'en fait, on voit beaucoup de cabinets de groupe, mono ou pluriprofessionnels, qui cochent quasiment toutes les cases. Parce qu'en fait, c'est quoi les cases à cocher pour être en maison de santé? Alors, il y en a 3 principales. C'est avoir un outil commun. Donc, un outil commun, c'est un logiciel qui permet d'échanger. Alors, ce n'est pas une obligation que l'ensemble des professionnels l'aient, mais en tout cas, la plupart du temps, maintenant, les logiciels permettent des accès à l'ensemble des professionnels de santé. Donc, cet outil commun, il est essentiel. Pour travailler en commun, il faut avoir les mêmes outils. Après, il y a la fonction de coordination. La fonction de coordination, elle peut être assumée par un professionnel ou 2 professionnels qui se mettent en binôme. Nous, par exemple, c'était le cas au début. On était un binôme médecin-infirmier. Et puis, une fois que c'est lancé et qu'il y a des subventions, il y a des financements qui vont pouvoir permettre de recruter une coordinatrice ou un coordinateur pour assurer toutes les missions administratives. Alors, la mission administrative de cette fonction de coordination, ça va être d'animer les réunions, de préparer les ordres du jour, de faire le lien entre les professionnels, de prévoir les pièces justificatives pour les déclarations annuelles, etc. Et de permettre de recevoir les subventions qui sont versées par la CEPAM. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'ACI, qui est l'accord interprofessionnel. L'accord Conventionnel, interprofessionnel. Même principe que pour la CPTS, on le verra après, qui permet, qui est signé avec l'ARS et la CPM et qui permet de toucher les subventions. Et donc, c'est ce que je disais juste avant. Nous, par exemple, sur la maison de santé, on doit toucher à peu près 100 000 euros par an. Donc, 100 000 euros, c'est quand même une somme importante. Et avec 100 000 euros, on paye le logiciel, nous, c'est 15 000 euros par an, on paye la coordinatrice, on paye tous les temps on indemnise tous les professionnels de santé qui participent à des groupes de travail ou aux réunions mensuelles ou aux réunions de concertation. On va pouvoir financer des projets de santé publique. Par exemple, on a fait des choses pour Octobre Rose, pour Mars Bleu. On avait fait des interventions dans les écoles aussi sur l'obésité et le surpoids. Voilà, tous ces projets-là, on va pouvoir les financer grâce à ces indemnités. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des structures qui cochent déjà quasiment toutes les cases et qui passent à côté de financements importants. Et ça, c'est... Alors, on peut être pour ou contre le principe, mais en tout cas, c'est dommage d'avoir cette manne financière et puis de passer à côté. Ce que je n'ai pas dit également, c'est que au-delà du logiciel commun, de la fonction de coordination et puis du fait de faire des protocoles avec des professionnels, il y a aussi quelques exigences pour les médecins généralistes, notamment. C'est de pouvoir prévoir des créneaux d'urgence, et ça on le fait quasiment tous,
c'est de pouvoir assurer une continuité des soins de 8h à 20h du lundi au vendredi, et puis tous les samedis matins de 8h à midi, sachant que ça, même si c'est 19h, il y a quand même une subvention partielle. Et sachant que si on est plusieurs médecins sur un cabinet ou plusieurs cabinets qui appartiennent à la maison de santé, ben, ça permet justement de s'épauler les uns les autres. Plutôt que faire un samedi sur 3, on peut faire un samedi sur 6, un samedi sur 7. Nous, c'est ce qu'on fait, on est 7 et on assure la continuité des soins le samedi matin, mais une fois tous les 7 semaines. Donc, c'est beaucoup plus confortable aussi de pouvoir être plus solidaire entre praticiens. Voilà. Alors, Donc, moi, ouais. je sais pas les autres, mais moi, je vois pas ton tableau blanc. Ça me met erreur de connexion. Ah non? Je sais pas si les autres. Non, vous voyez bien le tableau blanc? Ah bon, bah alors c'est moi alors. Il faut aller tout en haut à droite dans le tableau blanc. Ouais. Non, bah c'est que c'est mon truc Et qui est pas puis, à jour. l'autre Il y remarque que avait, j'aimerais faire aussi sur souvent les collègues disent, bah oui, mais de toute façon, on le fait déjà. Bah oui, mais en fait, tu le disais très bien, Jean-François, bah, quand on a une réunion de concertation avec les infirmières, avec l'infirmière Azalée, avec la podologue sur un patient complexe, ou qu'on le fait avec des professionnels de santé hors de la maison de santé, parce que nous, par exemple, une fois par trimestre, on a les gériatres de l'hôpital qui viennent assister à nos réunions de concertation. On fait des réunions de concertation plus thématiques gériatrie, où on en fait avec les hyper en santé mentale, voilà, tout ce qui est autour de la psychiatrie santé mentale. Ben, ça permet que ce temps qui est du temps de travail, où on apporte notre réflexion sur le patient, ben, ça permet que ça soit du temps indemnisé. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'on ne fait pas un acte ben, qu'on ne doit pas être valorisé pour le temps de travail passé. Et donc c'est vrai que c'est une évolution aussi de la manière dont on envisage l'exercice. C'est plus simplement l'acte, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Et à partir du moment où on est en exercice libéral, bah, quand on ne consulte pas, mais qu'on fait quand même du temps de travail, bah, c'est normal d'être indemnisé à hauteur du temps passé. Je ne sais pas si tu as des choses à compléter sur la maison de santé. Vas-y, il y Thomas. avait une question, je ne sais pas si vous aviez répondu tout à l'heure, c'est par rapport aux mésententes avec des professionnels. Ouais, il en a Est-ce parlé. que Ouais. vous en avez parlé? Et par Oui, rapport aux oui. professions non réglementées, les ostéopathes, Alors, quelles sont les règles? En fait, la règle, elle est celle de la structure juridique de la CISA. La CISA, la Société interprofessionnelle de soins ambulatoires dont parlait Romain, en tout cas pour les maisons de santé, elle est claire, elle ne peut pas intégrer des professionnels non réglementés. Ceci dit, enfin, je ne sais pas vous, mais moi je travaille avec des kinés qui sont par ailleurs ostéopathes. Je travaille aussi sur mon territoire avec des ostéopathes avec lesquels on a un très bon contact et on a des prises en charge communes. Et je pense que et de son côté et de notre côté, on a pu monter en compétences les uns et les autres au contact les uns des autres. On travaille aussi avec une sophrologue qui est par ailleurs assistante sociale et qui aussi participe au projet. Euh, Ils ne peuvent pas entrer dans la CISA. La règle est claire concernant les maisons de santé, ces professionnels ne peuvent pas être membres de la CISA. Pour autant, nous, on souhaite travailler avec eux, donc on a créé une autre structure qui est une association et qui est un petit peu plus large que la CISA et qui nous permet de dire, ben voilà, les professionnels des professions non réglementées à qui on fait confiance parce qu'on les connaît bien, eh bien, on accepte de les intégrer dans cette association qui est une association qui est en lien avec le projet de santé de la maison de santé et qui accepte le partenariat. Au sein de cette association, on a même créé un collège des usagers et on a un groupe d'usagers qui travaillent avec nous au sein de la maison de santé depuis peu et qui fait partie aussi de l'association. Et alors, la question sur les spécialistes, il n'y a pas de problème pour qu'ils intègrent également les maisons de santé. C'est tout à fait cohérent. Moi, j'ai un ophtalmo au sein de ma maison de santé. Il n'y a pas du tout de problème pour que l'ophtalmo fasse partie de la maison de santé. Après, on va parler de la CPTS. On va voir, les règles sont un tout petit peu différentes concernant la CPTS. Pour les spécialistes de second recours, c'est tout à fait possible. En effet, après, en pratique,
c'est vrai que la maison de santé pluriprofessionnelle, souvent, on le disait, elle est autour d'une patientèle commune. Et c'est vrai Les que médecins souvent, les généralistes. spécialistes de second recours, souvent, ils ont on va dire des zones de chalandise beaucoup plus larges qui souvent dépassent la patientèle de la maison de santé. Donc, c'est pas toujours évident quand même de pouvoir euh, travailler exactement comme on pourrait le faire avec d'autres acteurs, on va dire des soins primaires, que ce soit les infirmières libérales, les podologues, les orthophonistes, parce que là, on partage quasiment, c'est pas une obligation, mais en tout cas, pour travailler ensemble, c'est quand même bien d'avoir cette notion de patientèle commune. Nous, on avait eu le cas avec des gynécologues, c'était pas toujours évident. C'était pas Mm. toujours évident ils ont eu plus de mal à s'intégrer. Voilà. Une autre chose que j'ai oublié de dire dans les critères socles et optionnels qui permettent de toucher la subvention, bien sûr, dans les critères socles, il y a la coordination de logiciels communs, la continuité des soins, mais après, il y a tout un tas d'autres critères optionnels qui vont en gros vous rapporter des points. Si vous accueillez des étudiants en stage, si vous faites plus d'actions de santé publique, plus de protocoles, tout ça, ça va vous rapporter des points qui vont augmenter les subventions. Et puis l'autre chose, c'est que cette subvention, elle est quand même basée à la base, enfin, elle est quand même basée sur, en gros, le nombre de professionnels, mais surtout le nombre de médecins généralistes, et qui doivent au moins être deux ou trois, et puis sur le nombre de patients inscrits patientèle médecin traitant dans la structure. Donc c'est vrai, enfin, cette subvention, elle va vraiment être vraiment évoluer, surtout grâce à ces deux items, hein, patientèle médecin traitant et nombre de médecins généralistes traitants. C'est un peu le fonctionnement actuel. Alors, on peut être pour ou contre. Pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça permet aussi de garantir cette logique de, voilà, on travaille ensemble autour d'un projet de santé commun et surtout autour d'une patientèle commune, même si en effet, on peut avoir d'autres professionnels qui ont des patientèles un petit peu plus larges au niveau géographique. Et puis, faut bien des règles de fonctionnement. Pour rebondir sur la question sur est-ce que les labos peuvent-ils être concernés? Alors, oui, c'est la même réponse que ce qu'on a fait tout de suite sur les spécialistes. Mais finalement, on se rend compte, parce que voilà, Romain et moi, on est tous les deux membres de maisons de santé et de CPTS, mais ça a plus de sens de travailler avec les spécialistes, les laboratoires, au sein d'une CPTS, parce que comme le disait Romain, la zone de chalandise est plus large. Et puis là, on va commencer à parler plutôt accès aux soins et accès au diagnostic, notamment pour les laboratoires, pour les radiologues, où là, on va réfléchir, comme on le disait tout à l'heure, dans une dimension plus populationnelle. On va plus s'adresser aux patients des médecins qui sont dans la maison de santé, on va s'adresser à une population. Donc, la première chose à faire, une fois que un groupe de zinzins, comme je les appelle, moi, ceux qui montent les CPTS, un groupe de zinzins se dit, bah, tiens, si on faisait une CPTS sur notre territoire, la première étape à faire, c'est de dire, bah, quel territoire on va pouvoir définir pour la CPTS. Alors, bon, on se fait accompagner, hein, il y a des structures d'aide pour ça. Et une fois qu'on a défini le territoire, eh bien là, on va aller s'occuper de la population de ce territoire. Et alors, de la même manière que pour les maisons de santé, il y a une subvention qui est gérée aussi par une convention, l'accord conventionnel interprofessionnel des CPTS, c'est pas la même. Et il y a une structure. Pour les CPTS, la structure, elle est associative. Là, ce n'est pas une société, ce n'est pas la CISA. C'est une structure associative parce elle doit pouvoir intégrer, y compris des personnes morales, comme les établissements, les ADMR, les centres de santé, et aussi des personnes physiques. Donc, la seule structure aujourd'hui qui permet de faire ça, c'est l'association. Et puis, une fois qu'on a fait ça, ben, on va écrire, pareil, un projet de santé qui est basé sur un diagnostic de territoire. Là, on se fait aider par l'inter-URPS et par l'Observatoire régional de la santé pour aller analyser assez finement l'état de santé de la population de notre territoire. Et, souvent, on apprend beaucoup de choses. Et on va aller remplir les cases d'un projet de santé. Hein, il y a des trames qui existent, des trames qui essayent de respecter aussi l'accord conventionnel, la convention, parce qu'après, il faut bien remplir aussi les cases de la convention. Donc, on essaye de mettre les deux en parallèle pour que ça corresponde le plus possible. Et on a des obligations. C'est accès aux soins, accès médecin traitant et soins non programmés,
c'est les parcours patients, il y a la prévention, il y a les situations sanitaires exceptionnelles. Ça, c'est une des nouvelles missions qui existent depuis peu au sein des CPTS. Et puis, j'en oublie toujours une. Romain, help. Accompagnement, gestion de crise, Gestion de crise, je l'ai dit. prévention, santé publique, Prévention, parcours, soins non accès aux programmés. soins. Ouais, non, j'en ai pas oublié finalement. Et puis, on a de Et la les même manière soins non programmés. Soins non les soins non programmés. programmés. Voilà. Ouais, Alors, ouais. c'est dans l'accès aux soins. C'est dans Accès aux l'accès aux soins, soins. c'est médecin traitant, soins non programmés, et puis Alors, l'accès direct aux autres, à certains professionnels de santé. c'est ça. On n'a pas de baguette magique, hein, donc bien souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye déjà de réfléchir entre nous à comment on peut s'organiser pour encore monter un petit peu plus en efficacité sur la gestion de notre population. Et puis, de réfléchir avec les partenaires du territoire, c'est plutôt pas mal. Parce que souvent, si vous avez un hôpital local, lui, il va faire des trucs, il va vouloir travailler aussi sur l'amélioration de la santé de la population, parce que ça fait partie de ses missions. Et si en face, il n'a pas une structuration de ses PTS, il ne sait pas trop avec qui organiser ça, donc il ne va pas être performant. Si vous vous adressez à la Maison des Solidarités, les assistantes sociales, comme je vous disais tout à l'heure, bien souvent, ils ont quand même plein de patients qui n'ont pas de médecin traitant, donc ils aimeraient bien s'adresser à quelqu'un pour essayer de trouver un médecin traitant. On peut essayer de travailler, de réfléchir ensemble à comment améliorer l'accès médecin traitant. Donc, on n'a pas forcément de baguette magique, mais c'est vrai que en se mettant en lien avec tous les partenaires concernés par la santé sur le territoire, on va pouvoir petit à petit, il faut prendre son temps, hein, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais on va pouvoir petit à petit structurer des parcours, apporter des réponses, aller se servir de ce qu'ont fait les voisins aussi, hein. Il y a de l'entraide entre ces PTS pour justement euh, s'occuper de la population. Donc, il y a une sorte de responsabilité populationnelle qui se met en place petit à petit, mais je pense qu'on peut le dire, qui mieux que nous, les professionnels du premier recours, peut être justement en charge de cette responsabilité populationnelle. Je ne suis pas sûr que ce soit un hôpital de proximité, même s'il a tout un tas de qualités. Quand même, nous, les professionnels du premier recours, on a une connaissance fine de nos patientèles, de notre population, et de la mettre au service de la CPTS, c'est quelque chose qui ne s'était pas encore fait jusqu'ici et qui a une sacrée puissance. C'est un sacré bras de levier pour répondre à tout un tas de problématiques. On appelle ça les ruptures de parcours, mais ça va même au-delà des ruptures de parcours. C'est vrai qu'on résout quand même tout un tas de choses et on se rend compte que les partenaires du territoire, souvent, ils nous attendaient. Il existe plein de choses, hein. Je vous parle de l'hôpital de proximité qui a ses projets, mais il y a aussi les contrats locaux de santé. Il y a tout un tas de petits comités comme ça qui existent sur le territoire. Et souvent, ils avaient constaté qu'il n'y avait pas les libéraux et que ça manquait cruellement pour être efficace dans la mise en place de leur projet. C'est ce qu'on leur offre avec la CPTS. On leur offre l'intervention des soins des professionnels du premier recours en partenariat. On ne va pas tout résoudre, mais c'est quand même voilà, une puissance d'action après qui va améliorer l'état de santé de la population. Je ne sais pas si vous connaissez les exposomes, hein, c'est ce qui détermine l'état de santé d'une personne. Ça peut être sa génétique, ça peut être l'environnement dans lequel elle vit, ça peut être son éducation, ça peut être les soins, l'accès aux soins. Nous, les exposomes, on les influence à 15%. Donc, ça met un petit peu ça relativise un petit peu notre puissance, hein, c'est que 15%. Mais en même temps, c'est déjà 15%. Donc, ça veut dire que si on n'y est pas, il y a quand même toute une part de la santé de la population qui n'est pas améliorée parce que nous, on n'est pas présent. Peut-être qu'on peut donner quelques exemples concrets pour que ce soit un peu plus parlant sur cette approche populationnelle. Donc, tu as recité les grands axes donc, que sont l'accès aux soins, la coordination, la prévention, l'accompagnement et la gestion de crise. Après, il faut bien se dire que les CPTS, même si c'est un acronyme qui fait peur, c'est vraiment un outil, comme je le disais tout à l'heure, avec des chargés de mission
et des moyens financiers au service de ce que vous avez envie de mettre en place. Si vous avez envie de créer un groupe de travail sur une thématique en particulier, votre CPTS, il n'y a aucune raison qu'elle ne vous accompagne pas, qu'elle ne vous suive pas. Par exemple, sur l'accès aux soins, sur la question de l'accès à un médecin traitant, nous, on a mis en place une fiche avec une réflexion sur une listing d'attente et une réorientation des patients en fonction de leur lieu d'habitation. On a mis en place, en partenariat avec l'hôpital, des consultations d'accès aux soins assurées par des internes en 9e année de médecine pour les gens sans médecin traitant. Sur les soins non programmés, en lien avec la régulation et le service d'accès aux soins, on a mis en place un centre de soins non programmés, puis on a diffusé l'outil CPTS Rendez-vous pour que les médecins puissent mettre à disposition des créneaux volontaires dans leur cabinet. Là, on a travaillé aussi avec les pharmacies sur les TROD angines et les bandelettes urinaires. On a développé aussi des infirmières mobiles en lien avec la régulation pour qu'elles puissent être valorisées et indemnisées pour aller en visite à domicile à la demande de la régulation pour évaluer les patients et leur environnement. Voilà, tout ça, c'est des projets concrets qu'on a pu développer, en tout cas nous, sur notre territoire, en matière d'accès aux soins. Sur la coordination, je le disais tout à l'heure, mais typiquement la téléexpertise, nous là on travaille avec Omnidoc, on a mis en place des temps de réunion avec des représentants de l'hôpital, des représentants de la ville, des médecins, des infirmières, des représentants des EHPAD, pour essayer d'avoir un outil commun pour développer et cette téléexpertise et mieux travailler ensemble. Là, on est content, on arrive à développer, à déployer cet outil maintenant quasiment partout, que ce soit entre médecins généralistes et spécialistes de second cours, ou entre infirmières libérales ou infirmières d'EHPAD et médecins généralistes. Là encore, pour valoriser le temps passé auprès du patient. Je vous ai parlé tout à l'heure de lien ville-hôpital. Là, on travaille par exemple sur la lettre de liaison et puis l'organisation des sorties ville-hôpital avec peut-être le développement du Prado en lien avec la caisse primaire d'assurance maladie. Enfin, ça, c'est des choses très concrètes qui peuvent vraiment améliorer notre pratique à l'échelle d'un territoire. Puis en matière de prévention, je le disais tout à l'heure, par exemple, on a organisé des choses en matière de santé publique sur le dépistage du cancer colorectal, sur le dépistage des cancers du sein, sur la réalisation des frottis et la vaccination HPV. Tout ça, c'est des choses qui ont été faites à l'échelon de la CPTS en partenariat avec les cabinets et puis les maisons de santé qui étaient partie prenante. Voilà, donc bon, c'est quelques petits exemples concrets, mais il faut bien se dire que chaque CPTS, chaque territoire a ses propres ressources, a ses propres contraintes, a ses propres besoins, et que moi je prends l'exemple de ce que je connais en Vendée. La situation à La Roche-sur-Yon ne va pas être la même qu'à Fontenay-le-Comte ou au Cep de l'Olne, et donc du coup, c'est important que ce soit du sur-mesure et que ce soit chaque professionnel de santé qui puisse déployer les projets qui lui semblent pertinents pour son territoire et pour la population de son territoire. Souvent, en fait, on va chercher des choses qui existent déjà. Comme tu dis, Romain, par exemple, le Prado, on sait que ça existe déjà, mais on peut, nous, augmenter l'efficacité des dispositifs existants. Bien souvent, je sais pas, moi, en tant que médecin généraliste, je reçois tellement de mails d'informations sur plein de choses qui existent que j'ai pas le temps d'aller m'occuper de chaque petite partie. Alors, des fois, parce que ça m'intéresse, je vais m'engager ou je vais utiliser telle ou telle solution. Mais parfois, ça passe par une oreille, ça ressort par l'autre et je l'ai pas attrapé, je ne l'ai pas gardé dans mon panier et je ne vais pas l'utiliser. L'avantage de la CPTS, c'est que elle va pouvoir, en fonction des besoins de sa population, en fonction des besoins des professionnels qui y travaillent, dire nous, on se penche sur ce parcours-là, par exemple, parcours handicap. On se dit, nous, le parcours handicap, vraiment, on voit qu'il y a un gros problème sur notre territoire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça s'améliore? Bien souvent, il y a déjà plein de choses qui existent. Donc, comme tu disais, Romain, on ne va pas réinventer l'eau chaude. On va plutôt aller voir ce qui existe déjà, une fois qu'on a identifié qu'on en a besoin. Et puis, on va éventuellement pouvoir le mettre en place sur le territoire. Donc, en vrai, c'est pas, faut pas se dire comme des choses comme il va y avoir des obligations, on va être obligé de faire telle ou telle
protocole de coopération, on va être obligé de travailler avec des IPA, parce qu'on entend des fois des choses comme ça pour parler des CPTS. Il n'y a pas d'obligation. Il y a des choses qui existent, il y a des outils qui existent, et après, on peut les utiliser, nous, dans notre territoire, parce qu'on a identifié que ces outils-là allaient pouvoir être utiles pour nous, allaient être vraiment, allaient répondre à nos problématiques. Si il y a vraiment une grosse problématique d'accès médecin traitant et que finalement, travailler avec des IPA, on a identifié que c'était quelque chose qui nous permet d'améliorer l'accès aux soins, et bien banco, on y va. Donc, vous voyez, chaque territoire, chaque équipe va développer les projets qu'elle pense bons pour elle et pour sa population. C'est vraiment, on va piocher dans la caisse à outils, dans la boîte à outils, les outils qui vont être utiles à nos projets et à notre population. Peut-être, parce que je vois l'heure qui passe, peut-être que pour resynthétiser, donc exercice coordonné, premier échelon ESP CLAP, autour d'un patient assez souple, indemnisation des professionnels de santé pour le temps de concertation et de coordination, sous forme de staff, ce qu'on appelle les réunions de concertation pluriprofessionnelle. Si vous avez plusieurs professionnels sur le même secteur qui travaillent déjà ensemble et qui ont envie de valoriser ces temps passés, n'hésitez pas. Vous avez sur le tableau blanc le lien vers le site internet, puis on vous enverra les documents de toute façon peut-être en compte rendu de ce webinaire. Deuxième niveau, la maison de santé pluriprofessionnelle, que ce soit monosite, multisite, avec ou sans SCI, enfin voilà, c'est vraiment à la carte. Là encore, il y a une association, la PMSL, qui peut vous épauler pour réfléchir à un projet de santé, vous accompagner sur ensuite la création de la CISA, et puis les critères dont je vous ai parlé, qui sont socles et optionnels, mais qui permettent, qui sont déjà quasiment tous cochés la plupart du temps dans les équipes qui fonctionnent, et qui permettent vraiment d'avoir une subvention importante pour financer tout ça, et puis aussi diminuer les charges. Typiquement, moi, c'est ma maison de santé qui paye mon logiciel métier. N'empêche que c'est une charge en moins aussi à assumer. Et avoir du personnel. Le Et avoir du coordinateur, personnel, ça, voilà, et avoir du personnel qui vont faire l'administratif à notre place sans avoir besoin de s'occuper de tout ça. Et puis, troisième niveau, on l'a dit, CPTS, approche cette fois-ci plutôt populationnelle, avec une inter-CPTS à l'échelon de la région qui peut aussi vous épauler si vous êtes intéressé, mais quasiment l'intégralité du territoire est couvert désormais, avec des grands axes de groupes de travail autour de l'accès aux soins, de la coordination, de la prévention, de l'accompagnement des professionnels de santé, parce que c'est un point important aussi, d'être vigilant sur les situations de crise suite au départ d'un médecin, voilà, suite à une souffrance, voilà. Et puis la gestion de crise, voilà, qui avait été rajoutée suite à la crise Covid. Voilà, est-ce qu'il y a des questions en suspens, soit à l'oral, vous pouvez lever la main, soit sur le chat. Et puis non, on pourra vous envoyer les documents qu'on avait qui récapitulent tout ça, mais après, les informations, vous les avez sur les sites internet si ça vous intéresse. Et puis, on pourra peut-être faire un copier-coller du tableau blanc et puis vous l'adresser si ça vous intéresse. Ou le mettre en PDF, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, Romain, soit on a endormi tout le monde, soit on a été parfait. Mais je ne saurais pas dire. Oui, pas de questions, pas de questions. C'est qu'on a été très, très clair, nous. Oui, sûrement. Après, vous avez vu, on n'est pas très objectif, parce que forcément, Surtout Jean-François toi. et moi, on est tous les deux très passionnés, à la fois par notre boulot de médecin généraliste traitant et puis par le lien avec les autres professionnels. Mais il faut bien se dire aussi que quand on a la tête dans le guidon dans son cabinet toute la journée, eh bien, avoir un temps de temps en temps, avoir un temps où on est dans la santé, mais plus dans la santé publique et où on va réfléchir à une autre dimension, on va rencontrer d'autres personnes, d'autres cabinets, d'autres professions de santé, ça permet aussi de faire du bien et de sortir de son train-train quotidien dans son cabinet. Et je pense que on le dit souvent, l'exercice coordonné, c'est un bon levier pour lutter contre le burn-out. Et je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Alors, d'un côté, tu dis ça, et puis d'un autre côté, moi, j'entends les gens penser derrière leurs écrans noirs, dire bah oui, mais enfin, tu me dis,
que je vais aller mieux dans ta maison de santé, mais au départ, il faut que j'écrive tout un tas de choses. Alors, c'est vrai qu'au début, il y a un petit coup de collier à mettre pour écrire ça, mais comme on vous l'a dit, on le répète, il y a des structures qui sont là pour vous aider à écrire les projets, pour vous aider à monter tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, il y a un petit collier, un petit coup de collier à mettre, mais après, comme tu le dis, c'est tellement riche et au quotidien, c'est tellement agréable de travailler comme ça qu'effectivement, nous, on est des motivés et on ne va pas vouloir en sortir. On aurait pu vous parler encore de plein de choses, notamment on peut faire de l'éducation thérapeutique, on peut faire de la recherche. C'est vrai que ça permet d'avoir accès à des nouvelles pratiques auxquelles on n'a pas forcément accès quand on est en exercice isolé. Le temps pour faire les projets, ben, ça dépend un peu du projet. Le SP Club, ça se monte assez vite, hein, c'est vraiment l'histoire de quelques semaines. Maison de santé et CPTS, l'écriture du projet peut prendre plusieurs mois. Ça va dépendre de la dynamique qui existe sur le territoire. Je pense que les plus rapides vont mettre 7-8 mois, là où d'autres vont avoir besoin d'un petit peu plus de temps. Mais ça va dépendre voilà, de la dynamique du territoire, de l'énergie que les gens vont mettre et puis de la tâche qu'il y a à résoudre. Mais oui, c'est des choses qui, parfois, on peut mettre un peu plus d'un an à se monter parce qu'il y a toute la phase, et notamment pour les maisons de santé, les CPTS, d'écriture du projet avec la partie diagnostic. Et puis après, il y a aussi la négociation de la convention dans laquelle la CEPAM et la RS entrent en jeu et qui prend encore un petit peu plus de temps après pour pouvoir bénéficier de la subvention. Exactement. Mais il ne faut pas avoir peur de ça parce que, comme je le disais, c'est permet de se sortir de son cabinet. Et puis en fait, souvent, la plupart des choses, on les fait déjà. Et en fait, le fait de d'écrire le projet de santé, de réfléchir à des protocoles, ça permet de formaliser des choses qu'on fait déjà, mais de les mettre sur papier au propre, et puis de garder une trace, et puis de pouvoir ensuite le déployer. Et puis tu disais, il y a tellement de choses. Moi, ça fait 6 ans que je suis installé, et j'ai l'impression qu'en 6 ans, ma pratique n'a plus rien à voir. Ne serait-ce qu'au niveau des outils informatiques qui existent, entre la téléconsultation, la messagerie sécurisée de santé, la téléexpertise, les nouveaux logiciels, les systèmes de prise de rendez-vous, les soins non programmés, le SaaS. J'ai l'impression qu'en 6 ans, tout a été transformé déjà. Et en fait, ça va très très vite. Donc, ça permet aussi de ne pas rester sur le bord du chemin et puis de pouvoir se tenir au courant de ce qui se fait. Ça ne veut pas dire remettre en cause sa manière de travailler, le lien qu'on peut avoir avec le patient, mais ça permet vraiment d'optimiser son temps de travail et puis au final, quand même, l'objectif, c'est d'améliorer la prise en soin des patients, tout en gardant un bon confort aussi d'exercice professionnel et d'équilibre avec sa vie personnelle. Je pense que ça, c'est quand même très important. Parce que c'est aussi le rôle quand même de l'Union hein, de proposer des outils aux professionnels de santé, et notamment là, en l'occurrence aux médecins, pour améliorer leurs pratiques et qu'ils puissent trouver ce confort et ce plaisir à travailler, à prendre en soin les patients, tout en gardant un bon équilibre avec leur vie personnelle et éviter le burn-out. Donc, en tout cas, l'Union est vraiment... là, c'était sur l'exercice coordonné, mais voilà, vous allez sur le site, il y a énormément de choses proposées qui permettent de décharger et puis de vous épauler dans votre pratique quotidienne et puis de répondre vraiment à vos besoins et à vos attentes. En tout cas, merci de votre attention. Et puis, on n'espère pas avoir été trop soporifique et puis avoir répondu à vos questions. Mais ouais, n'hésitez pas à revenir vers les sites et puis vers l'Union aussi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans un second temps aussi. On se fera un plaisir de vous répondre et puis de vous orienter aussi vers des structures ou des professionnels, des collègues qui ont monté les choses, qui ont déjà expérimenté tout ça. Donc n'hésitez pas à poser des questions après cette réunion aussi. Ah, il y a une Voilà, dernière merci question. Ah non, Jean-François. merci et bonne journée à Romain. tous. Merci, bonne Merci journée. à tous. Merci, Bonne bon journée. courage pour l'après-midi pour celles et ceux qui travaillent. Ouais. Au revoir.